Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur les détecteurs radiographiques. Vidéo d'approfondissement qui fait suite à cette autre vidéo où j'ai abordé le sujet. Il sera donc question ici d'explorer le sujet plus en profondeur pour ceux qui veulent en savoir plus. Et comme nous l'avons déjà dit, il existe trois principaux types de détecteurs en radiographie. Les détecteurs analogiques utilisant en radiographie analogique, les détecteurs semi-numériques utilisant en radiographie informatisée ou semi-numérique ou computerisée et les détecteurs numériques utilisant en radiographie numérique. Et dans cette vidéo, nous verrons de chaque type de détecteur le principe de fonctionnement, les avantages et les limitations, pour ne pas dire les inconvénients. Afin de mieux comprendre le détecteur radiographique, il faut comprendre ce que c'est qu'une image. Et pour comprendre l'image, il faut savoir ce que c'est qu'un pixel. Je sais que ce mot peut intimider lorsqu'on l'entend pour une première fois, mais le pixel désigne en réalité quelque chose de très répandu que nous avons partout autour de nous. On en a même sur les écrans des téléphones, sur les écrans des ordinateurs. Un pixel désigne la plus petite unité d'une image ou d'un écran. En des termes plus simples, les pixels sont des minuscules points de lumière, points de couleur, ou minuscules carrés microscopiques de couleur qui constituent une image une fois qu'ils sont mis ensemble. Un écran de téléphone, par exemple, est une matrice de pixels. Un écran d'ordinateur est une matrice de pixels. Et pour obtenir une image, on attribue à chaque pixel une couleur et un niveau de transparence. Et plus le pixel est minuscule, plus l'image finale est lisse. Mais quel est donc le rapport entre le pixel et le détecteur radiographique? En réalité, une image radiographique est constituée de pixels en noir et blanc, en noir, en blanc, en nuances de gris, voilà. Et chaque pixel correspond en réalité à une portion de surface du détecteur. Et le niveau de gris du pixel traduit tout simplement l'afflux de rayons X sur cette portion du détecteur. Plus un pixel recevra de rayons X, plus il paraîtra noir sur l'image finale, et à l'inverse, moins il en recevra, plus il paraîtra blanc sur l'image finale. Et comme on sait que les organes les plus denses bloquent plus de rayons X, les parties du détecteur situées derrière les os, par exemple, seront les plus blanches parce que très peu exposées aux rayons X. Les parties situées derrière le vide ou derrière tout simplement l'air seront les plus noires parce qu'abondamment exposées aux rayons X. Et les autres parties présenteront des nuances de gris en fonction des organes que les rayons X auront traversés avant de les atteindre. Vous l'aurez donc compris, le rôle d'un détecteur radiographique en réalité c'est de convertir la quantité de rayons X reçus en nuances de gris. Tous les détecteurs ont ce rôle. Mais ce qui différencie les différents détecteurs, c'est la technologie utilisée pour obtenir ces nuances de gris. Commençons par le détecteur analogique. Il se présente sous la forme d'un film souple, film constitué de plusieurs couches. La couche centrale est appelée la base et c'est elle qui donne sa rigidité au film photographique. De part et d'autre de la base, on retrouve une couche adhésive et après la couche adhésive, on retrouve l'émulsion. L'émulsion, c'est la couche qui contient l'élément actif sur lequel se formera l'image radiographique. Et la couche adhésive a juste pour rôle de lier, de coller les différentes couches entre elles, de coller la base à l'émulsion. Et au-dessus de l'émulsion, on retrouve une couche transparente de protection, tout simplement. L'émulsion est constituée d'une gélatine. Une gélatine dans laquelle on retrouve des cristaux à base d'argent, généralement du bromure d'argent. Et c'est ce bromure d'argent qui va en réalité former l'image et qui est sensible à la lumière. Lors de l'examen, le film photographique est placé à l'intérieur d'une cassette. Une cassette dont les faces sont appelés des écrans renforçateurs. Et quel est le rôle de l'écran renforçateur? En réalité, le film photographique, du moins, l'émulsion, comme on l'a dit, est sensible à la lumière. Elle est très peu sensible aux rayons X. Le rôle de l'écran renforçateur ici, c'est de produire de la lumière visible lorsqu'il reçoit des rayons X. On dit qu'il est un scintillateur, parce que lorsqu'il reçoit des rayons X, il émet une lumière verte, et le film photographique est plus sensible à cette lumière verte qui va mieux marquer le film que les rayons X en eux-mêmes. Pendant l'examen donc, le film photographique est placé à l'intérieur de l'écran renforçateur de la cassette, dont les faces sont des écrans renforçateurs. Lors de l'exposition aux rayons X,
l'écran renforçateur va jouer ici le rôle de scintillateur parce que lorsqu'il est bombardé par les rayons X, il produit une lumière et c'est cette lumière-là qui va marquer l'émulsion. Et cet écran renforçateur est fait d'une substance appelée oxysulfure de gadolinium dopé au terbium. Voilà. C'est cette substance qui, lorsqu'elle reçoit les rayons X, produit de la lumière visible, de la lumière verte. Et cette lumière va altérer les cristaux de bromure d'argent. Le bromure d'argent est constitué de brome chargé négativement et des ions argent chargés positivement. Lorsque le cristal de bromure d'argent reçoit de la lumière, les ions d'argent perdent leur charge positive et se détachent du cristal. Ils deviennent donc des atomes d'argent métalliques. Et ce sont ces métaux qui sont en réalité noirs. À ce stade, après l'examen, l'image est déjà présente sur le film photographique parce que les atomes d'argent du cristal se sont déjà détachés. Mais l'image est encore invisible. On dit que l'image est latente. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rendre l'image latente? On va soumettre le film à un processus qui s'appelle développement. Tout d'abord, on va transporter le film dans une salle noire. Une salle noire parce que une fois qu'on va sortir le film de la cassette, il ne faudra pas que la lumière ambiante l'affecte à nouveau. Ou éclairé par une lumière rouge parce que la lumière rouge est très faible en énergie et n'affecte pas les cristaux de bromure d'argent. Une fois dans cette salle, on va ouvrir l'écran renforçateur et on va plonger le film dans un premier liquide qui s'appelle révélateur. Quel sera le rôle du révélateur? Comme on l'a dit plus tôt, la lumière visible a altéré les cristaux de bromure d'argent. Au sein de ces cristaux, les ions positifs d'argent se sont disloqués des cristaux et le révélateur va venir en réalité altérer davantage les cristaux qui ont été initialement altérés par la lumière. Donc, la lumière a partiellement altéré ces cristaux et le révélateur va complètement altérer les cristaux qui ont été partiellement altérés par la lumière. À ce stade, l'image latente est déjà visible parce que les parties qui ont été abondamment bombardées par les rayons X ont libéré des atomes d'argent et puisque les atomes d'argent sont noirs, les parties qui ont été les plus exposées seront donc noires sur le film photographique. Ensuite, comme on l'a dit, l'émulsion est sensible à la lumière. Donc, il faut qu'on s'assure que prochainement, même en étant exposé à la lumière, l'émulsion ne soit plus altérée. On va donc plonger notre film, après le révélateur qui a révélé l'image, on va plonger notre film dans une deuxième solution chimique appelée fixateur. Le rôle du fixateur ici, c'est de dissoudre tous les cristaux de bromure d'argent qui n'ont pas été affectés par les rayons X, pour qu'ils ne puissent pas être altérés ensuite par la lumière et qu'ils ne puissent donc pas devenir noirs et changer l'image. Le fixateur va donc dissoudre tous les cristaux qui n'ont pas été altérés et ces parties-là qui ont très peu été exposées aux rayons X et dont les cristaux seront dissous par le fixateur paraîtront donc blanches sur le film photographique final. C'est pour ça par exemple que les os paraissent blancs, les métaux paraissent blancs. Après le révélateur qui a révélé l'image et le fixateur qui a rendu le film insensible à la lumière, on peut enfin rincer le film pour retirer les solutions chimiques et ensuite le sécher parce qu'en mouillant le film, l'émulsion est devenue gélatineuse. Voilà donc les étapes qui permettent de passer de l'image latente vers l'image visible en radiographie analogique. On comprend donc que la technologie utilisée ici pour obtenir les nuances de gris en radiographie analogique est purement chimique. C'est grâce à des bains chimiques qu'on obtient l'image en radiographie analogique. Mais pour accélérer ce processus, pour le rendre plus facile, pour le rendre automatique, pour le rendre plus facile, moins pénible, on a recours à des appareils appelés développeuses automatiques. Il s'agit tout simplement là d'appareils qui ont des bacs qui contiennent déjà toutes les solutions chimiques nécessaires. On introduit le film à l'entrée, le film qui contient l'image latente, on introduit à l'entrée, la machine fait le travail, puis on récupère le film en sortie parce que la machine va plonger elle-même le film dans le révélateur, puis dans le fixateur, puis rincer le film, puis le sécher. C'est le rôle donc des développeuses automatiques de film. Le détecteur analogique a le mérite d'être le plus ancien qui existe. Il est présent depuis la création de la radiographie. Mais il présente de nombreuses limitations qui le rendent un peu plus délicat à utiliser.
Tout d'abord, le processus est long et très délicat, comme on l'a dit. Pourquoi? Parce que le temps passé dans chaque liquide, dans le révélateur, dans le fixateur, doit être chronométré. Si le film photographique passe trop de temps dans le révélateur, même les cristaux qui n'ont pas reçu de rayons X seront attaqués chimiquement et tout paraîtra totalement noir. Si le film ne passe pas suffisamment de temps dans le révélateur, les cristaux ne seront pas suffisamment altérés et l'image paraîtra blanche. L'image sera donc floue. Donc c'est très délicat. Le temps passé dans chaque liquide compte et même la température des liquides compte. Pour ce qui est du fixateur, si le film ne passe pas suffisamment de temps dans le fixateur, avec le temps, en étant exposé à la lumière, il sera à nouveau altéré et l'image radiographique qu'on aura changera. En plus de ces limitations, on a le fait que l'image obtenue ne peut pas être modifiée parce que l'image est gravée sur le film photographique. Chaque film est utilisable une seule fois. Le film, on a un paquet de films, on retire le film, on le met dans la cassette, on fait l'examen et le film est rendu au patient. Ça fait donc que parmi les consommables, on a ces films qui sont à usage unique, ils ne peuvent pas être utilisés à plusieurs reprises. Et contrairement aux autres technologies, comme par exemple la radiographie semi-numérique ou la radiographie numérique, on ne peut pas mettre deux radiographies différentes du même patient sur un même film photographique. Comme autre inconvénient, on a la pauvreté des nuances de gris. En effet, le film radiographique peut former environ 30 nuances de gris seulement, ce qui est relativement pauvre comparé aux autres technologies, radiographie semi-numérique et radiographie numérique. Et enfin, on a une plage d'exposition assez restreinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dose de rayons X qu'il faut administrer au patient pour avoir une image qui permet de différencier les différentes densités est très restreinte. La plage d'exposition est très restreinte. Si on expose trop peu le patient, on n'aura pas une image exploitable. Si on expose beaucoup trop le patient, on n'aura pas une image exploitable. Ça, c'est une des faiblesses de la radiographie analogique. Mais malgré tout ça et l'apparition d'autres technologies, la radiographie analogique est encore utilisée dans certains centres d'imagerie parce que son principal avantage, déjà, c'est le faible coût de démarrage. On a un appareil de radio, même ancien. On a juste à acheter des films radiographiques analogiques et les solutions chimiques, à savoir le révélateur et le fixateur. Et on a une salle noire et puis on démarre. C'est relativement moins cher. Comme autre avantage, on peut mentionner l'ancienneté de cette technologie. C'est une technologie robuste qui a fait ses preuves que presque tout le monde connaît dans le domaine. Voilà. C'est assez facile à exploiter. Il y a une documentation assez riche et on peut facilement l'apprendre. Le deuxième type de détecteur que nous verrons est le détecteur semi-numérique. Il est utilisé en radiographie semi-numérique ou encore radiographie informatisée, en abrégé en anglais CR, Computerized Radiography. Le détecteur se présente sous la forme d'une feuille souple ou d'une plaque rigide et il est logé lui aussi dans une cassette. Une cassette qui a pour rôle de le protéger des intempéries et de la lumière ambiante. Le détecteur a plusieurs couches. On a tout d'abord une couche active sur laquelle se formera l'image ou qui stockera l'image, c'est mieux de dire comme ça. En dessous de la couche active, on a un support opaque et en dessous du support opaque et au-dessus de la couche active, on a une couche transparente de protection. Mais ça, c'est pour les détecteurs à sens unique, c'est-à-dire ceux qui ont un sens précis d'insertion dans la cassette. Parce qu'il y a aussi des détecteurs qui peuvent être insérés dans la cassette dans les deux sens. Et ces détecteurs-là ont une couche active protégée de part et d'autre par une protection transparente. On n'a pas besoin de couche opaque ici, parce qu'on peut insérer le détecteur dans les deux sens. Et il y en a plusieurs types. Et même pour les détecteurs analogiques, on en a aussi qui ne peuvent être utilisés que dans un sens et d'autres qui peuvent être mis dans n'importe quel sens dans le détecteur. Parce que ceux qui peuvent être utilisés dans un seul sens ne peuvent être imprégnés par les rayons X que sur une seule face. La couche active du détecteur semi-numérique aura pour rôle de stocker l'énergie des rayons X reçus. Elle est constituée de cristaux de bromofluorure de barium dopé à l'europium ou encore d'iodofluorure de barium dopé à l'europium. Voilà. Et ces éléments chimiques ont la particularité de capter l'énergie des rayons X et de la stocker dans les électrons en les plaçant dans une position instable. C'est-à-dire,
Lorsque ces éléments chimiques reçoivent des rayons X, leurs électrons sont excités et sont maintenus dans cet état excité. Plus une portion du détecteur aura reçu de rayons X, plus elle aura d'électrons excités. Et qu'est-ce qui se passe pour obtenir l'image? Pour obtenir l'image, une fois l'examen fait, on place la cassette dans un autre appareil appelé lecteur de cassette, tout simplement. Et qu'est-ce que ce lecteur de cassette fait? Il va tout d'abord agripper la cassette, retirer le détecteur dans une enceinte noire parce que la lumière externe pourrait brouiller l'image et exposer chaque portion du détecteur à un laser rouge. Qu'est-ce que ce laser va faire? Il va venir bombarder une portion du détecteur et tous les électrons qui ont été excités par l'énergie des rayons X accumulés seront désexcités. En se désexcitant, ils vont donc libérer cette énergie sous forme d'une lumière bleue. Plus les électrons auront stocké de l'énergie, plus ils émettront de lumière bleue. À l'intérieur du lecteur, le laser balaie le détecteur ligne par ligne et le détecteur avance. La lumière bleue réémise est captée par l'appareil, elle est mesurée. Plus une portion aura été exposée au rayon X, plus elle libérera d'énergie bleue et plus elle paraîtra noire sur l'image finale. Voilà donc comment la technologie utilisée en radiographie semi-numérique pour convertir l'exposition au rayon X en nuances de gris. Et une fois que l'entièreté du détecteur aura été balayée par le laser, on aura toujours des résidus d'image sur le détecteur, parce que même cette lecture n'est pas parfaite. Tous les électrons excités n'ont pas été désexcités. Et pour effacer complètement cette image précédente, et pour éviter que les images prochaines ne soient superposées, après avoir ainsi été balayé par un faisceau laser, le détecteur est exposé à une forte lumière blanche. Cette forte lumière blanche va venir libérer les électrons qui ont échappé au rayon laser. Ainsi, le détecteur sera complètement vierge et pourra être réutilisé. L'image lue sera donc envoyée à l'écran d'un ordinateur et elle pourra être modifiée, stockée, elle pourra être interprétée même directement, contrairement aux images de radiographie analogique qui sont interprétées sur un négatoscope. L'image obtenue grâce à la radiographie semi-numérique peut être interprétée à l'écran d'un ordinateur. Elle peut être modifiée. On peut rassembler plusieurs images pour les imprimer sur un seul film. On peut stocker l'image, l'envoyer vers un PAX pour stockage. On peut l'envoyer vers une imprimante pour impression. On peut l'envoyer vers un robot graveur pour la graver sur un CD qui est plus facile à transporter qu'un film photographique. On peut stocker l'image pendant longtemps. On peut faire plusieurs impressions de la même image. Le détecteur semi-numérique, la radiographie semi-numérique présente donc plusieurs avantages. Tout d'abord, elle impose moins de tracasseries que la radiographie analogique. Pourquoi? Parce que ici, il n'est plus question de plonger le détecteur dans différents bains chimiques pendant une durée bien précise. Non. On prend juste la cassette, on la place dans un lecteur de cassette. En quelques clics, on obtient l'image. Et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Deuxièmement, le détecteur semi-numérique permet, comme on l'a dit, de modifier l'image. On peut modifier le contraste de l'image pour mieux faire ressortir une pathologie. On peut modifier les dimensions de l'image. On peut annoter l'image directement. On peut bénéficier de l'assistance d'un logiciel. Et on sait que de nos jours, l'intelligence artificielle qui s'incruste partout permet de faciliter le travail même aux médecins radiologues. Comme autre avantage, on a la large gamme de nuances de gris par rapport au détecteur analogique et comme on l'a dit, présente environ 30 nuances de gris différentes. Le détecteur semi-numérique présente environ 10 000 nuances de gris différentes. Ça en fait même plus que ce que l'œil humain peut distinguer. Et aussi, on a une plus forte latitude d'exposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut soumettre le patient à une très faible dose de rayons X et avoir une image pleinement exploitable. Ça, c'est une donnée qui permet aux médecins radiologues de soumettre le patient à une très faible exposition, mais de pouvoir facilement détecter la pathologie. Ce n'est pas impossible en radiographie analogique. Seulement, la radiographie analogique est plus délicate parce que la plage d'exposition est plus restreinte. Il faut généralement exposer le patient à une certaine dose de rayons X
Mais en radiographie semi-numérique, même avec des très faibles expositions, on peut avoir de très bonnes images. Malheureusement, cette technologie n'est pas parfaite. Elle présente aussi des limitations ou des inconvénients. Premier élément à mentionner ici, c'est son prix, comparé à la radiographie analogique. En radiographie semi-numérique, en plus de l'appareil de radio, il faut prévoir un autre appareil, le lecteur de cassette. Comme autre inconvénient, on a l'usure du détecteur. Comme on l'a dit, à chaque fois le détecteur est inséré dans le lecteur, il est retiré, lu, puis réinséré. Tout cela cause l'usure inévitable du détecteur qui doit être remplacé au bout parfois de quelques années, et ce de façon inévitable. Le troisième type de détecteur est le détecteur numérique. Il est utilisé en radiographie numérique, en abrégeant en anglais DR, Digital Radiography, et sa particularité est qu'il fait apparaître instantanément l'image à l'écran d'un ordinateur lors de l'examen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bain chimique à utiliser, il n'y a pas de numériseur, de lecteur cassette à utiliser. Lors de l'examen, on émet les rayons X et instantanément, l'image est affichée à l'écran de l'ordinateur. En réalité, sous la surface du détecteur numérique se trouvent des millions de capteurs électroniques microscopiques. Ces capteurs ont pour rôle de convertir les rayons X en nuances de gris. Et on distingue plusieurs types de détecteurs numériques. On a les détecteurs numériques directs, où chaque capteur convertit directement les rayons X reçus en signal électrique, et les détecteurs indirects où les capteurs transforment les rayons X reçus en lumière visible et transforment cette lumière visible en signal électrique. Les capteurs numériques directs reçoivent donc les rayons X et convertissent directement ces rayons X en signal électrique. Cette conversion est faite par un matériau appelé le sélénium amorphe. Lorsque le sélénium amorphe reçoit les rayons X, il convertit ces rayons X en signaux électriques qui sont transmis à un autre composant appelé TFT, Thin Filament Transistor. Et c'est ce Thin Filament Transistor qui permet de calculer l'image qui sera envoyée à l'écran par fil ou par liaison sans fil. Par contre, comme on l'a dit, les détecteurs numériques indirects, eux, transforment d'abord les rayons X reçus en lumière visible. On distingue deux types de détecteurs indirects. Dans le premier type de détecteur indirect, les rayons X sont reçus par un matériau appelé iodure de césium. Ce matériau est un scintillateur, c'est-à-dire comme pour la cassette analogique, lorsqu'il reçoit le rayon X, il transforme le rayon X en lumière visible. Cette lumière visible est transmise à une photodiode appelée silicium amorphe. Et ce silicium amorphe, c'est lui qui transformera la lumière visible en signal électrique. Signal électrique qui sera envoyé aussi à un Thin Film Transistor TFT qui permettra de calculer l'image. L'autre type de détecteur indirect utilise aussi un scintillateur, à savoir de l'iodure de césium. Et ce scintillateur, lorsqu'il reçoit de la lumière des rayons X, change les rayons X en lumière visible lui aussi. Mais cette lumière visible sera transmise, sera focalisée, soit par une loupe microscopique, rappelons-le, soit par fibre optique. Et cette lumière qui a été focalisée sera transférée, non pas à un TFT, mais à un autre type de capteur appelé CCD, Charge Coupled Device, qui permettra d'obtenir l'image. En résumé, on a deux types de capteurs numériques. Des capteurs numériques directs, où les rayons X sont directement convertis en signal électrique, et les capteurs numériques indirects où les rayons X sont d'abord convertis en lumière visible par des composants microscopiques. Et c'est cette lumière visible qui est convertie en signal électrique pour obtenir une image. Ces différents types de détecteurs numériques ont des applications spécifiques. Les détecteurs numériques directs permettent une très bonne résolution d'image. Ils sont aussi plus chers, mais ils sont difficiles à produire sur une surface large. Ces détecteurs numériques directs sont donc beaucoup plus utilisés en mammographie. Pourquoi? Parce que la mammographie, elle ne nécessite pas des grosses surfaces, parce que les seins ne sont pas si gros que ça, et elle permet d'avoir des infimes détails, ce qui est très important pour la détection des calcifications au niveau des seins, par exemple. Par contre, les détecteurs numériques indirects, eux, ils ont un niveau de précision suffisant pour la radiographie conventionnelle.
et ils sont faciles à produire sur des larges surfaces. Et les détecteurs de radiographie conventionnels sont généralement plus larges. Donc, les détecteurs numériques directs sont plus chers, permettent une meilleure résolution d'image, mais sont intégrés sur des plus petites surfaces. Ils sont donc généralement utilisés en mammographie. Par contre, les détecteurs numériques indirects sont moins chers et peuvent être facilement intégrés sur des larges surfaces et ils sont utilisés en radiographie conventionnelle généralement. Comme principal avantage du détecteur numérique, on a sa rapidité. On l'a dit. Vous faites un examen et instantanément, l'image est transmise à l'écran de votre ordinateur. Comme autre avantage, on a le confort, on n'a pas de solution chimique à manipuler, on n'a pas un autre appareil où on doit aller insérer la cassette comme en radiographie semi-numérique. Théoriquement, le détecteur numérique est à usage illimité. Comme tout appareil électronique, tant que vous ne le soumettez pas à des conditions de température ou à des extrêmes ou à des chocs mécaniques, il est en théorie utilisable de façon illimitée. Et il peut produire des images, des très bonnes images avec une très faible exposition. Comme inconvénient, on va tout d'abord citer son prix. Il est plus cher que les autres types de détecteurs et aussi il est plus délicat comme tout appareil électronique. Des conditions extrêmes d'humidité, une infiltration de liquide, un choc mécanique et puis vous pouvez perdre votre ordinateur. Pour finir, j'aimerais parler de la migration entre les différents types de radiographie, c'est-à-dire la migration de la radiographie analogique vers la radiographie semi-numérique et la migration de la radiographie semi-numérique vers la radiographie numérique. Il est facile de migrer entre les différentes radiographies. Pourquoi? Parce que en radiographie analogique, on a un appareil de radiographie où on entre les informations de l'examen, le nombre de kV et le nombre de milliampères. On entre ces informations dans une console. Et on utilise des films analogiques qui sont achetés en paquet. On utilise un développeur et un fixateur qui peuvent être achetés sous forme liquide ou sous forme de poudre. Lorsqu'on entre les données dans la console, on prend le détecteur et on va le traiter dans la chambre noire. Mais pour passer en radiographie semi-numérique, on peut tout simplement acheter un lecteur de cassettes et les cassettes semi-numériques. C'est-à-dire, on utilisera son même appareil de radiographie avec sa console, mais on n'utilisera plus un détecteur analogique, mais un détecteur semi-numérique plutôt. Comme le détecteur analogique, on fera l'examen, mais au lieu d'aller dans une chambre noire, on insérera plutôt son détecteur dans le lecteur cassette qui permettra d'afficher l'image sur l'ordinateur. Et pour passer à la radiographie numérique avec le même appareil de radio, on peut tout simplement se procurer un détecteur et son ordinateur. Il existe sur le marché des détecteurs qui viennent déjà associer un ordinateur. C'est-à-dire, vous utilisez votre même appareil de radio avec sa console et à la place du détecteur analogique ou du détecteur semi-numérique, vous utilisez votre détecteur numérique et l'image apparaît instantanément sur l'écran de l'ordinateur où vous pourrez la traiter. Par contre, il existe aussi des appareils de radio très modernes qui viennent déjà connectés à un détecteur numérique, soit par fil, soit par connexion sans fil. Et ces appareils-là ont cette particularité que leur console n'est plus une console à l'ancienne avec des boutons et un écran LCD, mais ils ont des consoles qui sont des ordinateurs. Et c'est sur cette console qu'on va entrer le nombre de kV et le nombre de milliampères. Et lorsque l'examen sera fait, c'est sur cette même console que s'affichera l'image. Il est donc très facile de passer d'un type de radiographie vers un autre. Si vous avez un appareil de radiographie, vous utilisez des détecteurs analogiques, vous pouvez passer au détecteur semi-numérique. Vous pouvez aussi passer au détecteur numérique. Voilà une mention que je trouvais importante à faire. Voilà une mention que je trouvais importante à faire. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je reconnais qu'elle est longue, mais c'est un nouveau format pour lequel j'ai opté. J'ai décidé pour chaque thème de faire une courte vidéo juste de vulgarisation pour ceux qui veulent juste savoir de quoi il s'agit et d'appuyer la courte vidéo avec une longue vidéo plus pointilleuse, plus approfondie pour les professionnels du domaine ou même pour les étudiants du biomédical qui veulent en savoir plus, qui veulent des connaissances plus approfondies sur le sujet. Je vous remercie donc
de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que les explications ont été suffisamment détaillées. Oui, je sais, elles étaient longues, mais désolé. Pour aller en profondeur, faut y mettre plus de temps et plus d'explications. Je vous invite à liker la vidéo, si elle vous plaît, à la partager pour que d'autres, des camarades par exemple, ou des collègues puissent en profiter. Et je vous invite aussi à me laisser des commentaires. S'il y a des points que vous n'avez pas bien compris ou même des remarques que vous voulez apporter, n'hésitez surtout pas à aller en commentaire. Sur ce, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.